Il est 13 h en temps universel, 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble 11 494,4 milliards de francs CFA. C'est le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2023, soit une hausse d'un peu plus de 18% par rapport à celui de 2022. Le projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous sommes le 13 octobre 2022 et c'est la journée internationale de prévention des catastrophes naturelles, une occasion de mettre en avant les progrès accomplis par les dirigeants. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable fait le point des actions menées par le gouvernement au micro RTI 1 de Grace Kando. Après les denrées de première nécessité, c'est désormais l'essence qui vient à manquer en Tunisie. Tunisie qui traverse une crise économique sévère. La colère gronde, mais la police a été déployée dans les stations de Tunis pour éviter tout débordement. Le pays vit depuis quelque temps au ralenti. On en parle en fin de journal. Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lors de cette réunion, le gouvernement a entre autres adopté le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023, un budget qui s'équilibre en ressources et en dépenses à hauteur de 11 494,4 milliards de francs CFA. C'est une hausse de 18,1% par rapport au budget initial de l'État pour l'année 2022. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre, sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara, avait essentiellement à son ordre du jour l'adoption par le gouvernement du projet de budget de l'État pour l'année 2023. Un projet de budget qui, malgré les aléas dus à la crise mondiale, est en progression par rapport au budget 2022. Ce projet de budget, il porte la volonté donc, du gouvernement de soutenir davantage les secteurs en difficulté et de contenir donc la poussée inflationniste en vue de consolider le rythme de progression des activités économiques actuelles qui sont actuellement autour de 6,8% et ce rythme devrait être poussé à 7% en 2023 de façon à préserver le pouvoir d'achat des populations et maintenir le climat social apaisé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le projet de budget de l'État pour l'année 2023 est structuré en 32 dotations et 137 programmes répartis au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 11 494,4 milliards de francs CFA et enregistre donc une progression de 18,1% par rapport au budget initial de l'année 2022 et de 8,9% par rapport au budget révisé de 2022. Le projet de budget de 2023 est accompagné d'une matrice de réalisation par ministère. Celle-ci servira de base au renforcement du suivi-évaluation de l'action gouvernementale. Le Conseil des ministres a en outre pris un décret fixant la période et le mode de révision de la liste électorale. La 5e opération de révision de la liste électorale se déroulera sur l'ensemble du territoire national du 19 novembre 2022 au 10 décembre 2022 et à l'étranger du 24 novembre 2022 au 10 décembre 2022 pour la diaspora ivoirienne. Cette opération prend en compte l'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation de personnes décédées, indûment inscrites, qui ont perdu la qualité d'électeurs ou dont la radiation a été ordonnée par le pouvoir judiciaire. Ainsi, tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur, notamment l'Ivoirien âgé de 18 ans au moins, jouissant de ses droits civiques,
peut se faire inscrire au choix du 19 novembre au 10 décembre 2022 sur la liste électorale de l'une des circonscriptions électorales dans laquelle il a son domicile ou sa résidence, ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. La prise en compte dans le fichier électoral des nouveaux électeurs et de toute modification de données personnelles est faite sur présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité, de l'attestation d'identité ou le récépissé délivré par l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, ou à défaut, le certificat de nationalité ivoirienne accompagné de toute autre pièce administrative portant une photo. Si l'actualité nationale reste toujours polarisée sur le cas des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, le porte-parole du gouvernement s'est prêté aux questions se rapportant aux allégations de certains journaux étrangers mettant en doute la nationalité ivoirienne de tous les 46 militaires détenus. Vous savez que nul ne peut appartenir à la fonction publique d'un pays s'il est national de ce pays. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle. Pour être membre de la fonction publique ivoirienne, il faut d'abord être ivoirien. Les militaires sont des agents de l'État, ce sont des fonctionnaires. Et leur corps étant encore plus particulier, vous imaginez bien que ce n'est pas dans l'armée de Côte d'Ivoire que l'on pourrait avoir des non-nationaux. Ces militaires ivoiriens sont bel et bien ivoiriens. D'ailleurs, il y a un journal qui a publié la liste de tous ces 46 soldats. En dehors des pays qui disposent de légions étrangères où la loi de leur pays leur permet d'avoir des gens d'autres nationalités, dans tous les pays, je dirais, du monde, pour appartenir à l'armée, il faut être national de ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception. Il n'y a donc aucun étranger parmi nos soldats. Dans le cadre de l'année africaine de la nutrition décidée par l'Union africaine, Abidjan abritera le 5 décembre prochain une réunion de haut niveau qui enregistrera la présence de plusieurs chefs d'État du continent. Un reportage signé Viviane Haïm. La prochaine révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire aura lieu du 19 novembre prochain au 10 décembre 2022. L'information a été donnée cette semaine par le président de l'institution aux responsables des partis politiques. Hier, c'était au tour des journalistes et des membres de la société civile d'échanger avec Ibrahim Kouibiar Koulibaly. Il s'est donc agi de leur porter l'information, mais aussi les former à une meilleure compréhension de l'opération. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Ils sont aussi des partenaires clés de la CEI. La société civile et les journalistes, dans un échange franc avec le président de l'institution, apprennent davantage sur la révision de la liste électorale. À l'issue de cette rencontre du donner et du recevoir, ils attendent d'être les plus grands bénéficiaires. Nous avons tenu vraiment à participer à cette rencontre pour deux raisons. La première raison, cela fait partie de notre mission, la mission de sensibilisation, de formation et d'éducation des masses. La deuxième raison, nous avons estimé qu'après plusieurs années de collaboration, nous estimons qu'il faut inscrire vraiment cette collaboration dans un partenariat. Nous avons pu échanger avec le président qui, comme à son accoutumée, a été, je dirais, très précis, très concis. Et nous avons bien saisi cet envoi en mission qu'il nous a confié. La commission électorale indépendante considère ces deux entités, société civile et professionnels des médias, comme un bon relais pour la sensibilisation des populations en vue de leur permettre de prendre part massivement à cette opération de révision de la liste électorale. Il est bon que nos compatriotes soient pénétrés des règles qui commandent à l'exercice de cette mission-là. C'est pour cette raison qu'on sollicite l'expertise des journalistes et de la société civile, qui eux ont l'habitude d'instruire et d'informer la population.
Voilà pourquoi on a besoin d'eux, pour être le relais auprès de la population pour la commission électorale indépendante, pour que chacun sache ce que c'est que la révision et surtout l'intérêt attaché à la révision de la liste électorale. La révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire se tient du 19 novembre au 10 décembre prochain. Pendant ce temps, Kobenan Kwasi Adjoumani, lui, participait à la 3e réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. C'était une rencontre de haut niveau marquée par la présence de délégations nigérianes et camerounaises, deux pays donc producteurs de cacao qui veulent apporter leur contribution dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des producteurs africains de cacao. Jean-Luc Bangbo nous en dit plus. Les voix du Nigeria et du Cameroun devraient s'ajouter à celles de la Côte d'Ivoire et du Ghana dans le cadre de la lutte pour un meilleur revenu pour les producteurs de cacao africains. Le Nigeria et le Cameroun, 15% de la production mondiale de cacao, participent pour la première fois à la réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Nous avons invité le Cameroun et le Nigeria qui ont montré un intérêt à joindre l'initiative. Donc aujourd'hui, il y a une première session de contact. Nous allons évaluer ensemble comment est-ce que nous pouvons mettre en place la possibilité pour le Cameroun et le Nigeria de rejoindre l'initiative. L'intégration de ces deux nouveaux membres devrait amener cette organisation à désormais revendiquer 75% de la production mondiale de cacao et à disposer d'un pouvoir décisionnel plus important sur le marché. Le problème est le même. C'est le même, c'est que le producteur aujourd'hui a entre 70 et 72% de prix fort. Nous pensons qu'il peut engranger plus. Quand nous on regarde le travail initial qu'a commencé l'initiative, $2600 la tonne, le Nigeria ne peut qu'apporter son soutien pour que ce prix-là reste à ce niveau et même que nous puissions en avoir plus. En 3 années d'existence, la coopération cacaoyère Côte d'Ivoire-Ghana peut revendiquer déjà des résultats probants. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont compris que la durabilité, c'est d'abord travailler pour que le planteur ait un minimum de revenus. S'il n'a pas un revenu minimum, il n'y a pas de cacao, on arrêtera de faire du cacao. Après une année de présidence du comité de pilotage de l'initiative, le Ghana a passé le flambeau à la Côte d'Ivoire pour diriger les différentes discussions avec les partenaires des pays producteurs. On ne peut pas comprendre qu'on nous impose des prix de l'extérieur. Et nous travaillons à faire en sorte que désormais, dans le processus de fixation des prix, que notre voix compte. Et en étant ensemble avec les autres pays, nous sommes persuadés que notre voix va compter. Nous allons toujours continuer de sensibiliser les multinationales, les chocolatiers, à accepter ce que nous tous nous avons contribué à mettre en place. Au terme de leurs travaux, les participants à la réunion du comité de pilotage ont été reçus par le Premier ministre, Patrick Achi. Ces rencontres périodiques, initiées sous l'impulsion des chefs d'État ivoiriens et ghanéens, visent à terme de dynamiser la filière cacao par des approches inclusives bénéfiques à tous les acteurs de la chaîne des valeurs. C'est fait. Le projet de loi portant code de l'aviation civile et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant règles applicables en matière de transport intelligent viennent d'être adoptés à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires économiques et financières. 2 textes adoptés cette semaine à l'unanimité des députés présents à l'issue de l'exposé des motifs par le ministre des Transports. Dangui Dangui était à l'hémicycle pendant les échanges. À l'issue des échanges entre le commissaire du gouvernement et les députés, la Commission des affaires économiques et financières a adopté à l'unanimité des membres présents le projet de loi portant code de l'aviation civile. Une bonne nouvelle pour le gouvernement et la Côte d'Ivoire, selon le ministre des Transports. Nous avons des ambitions de faire de l'aéroport d'Abidjan, de faire du ciel ivoirien, donc un ciel sûr et un aéroport sûr. Aéroport sûr pour en faire un hub de transport aérien important, mais également pour faire donc d'Abidjan et de Yamoussoukro, où se fait actuellement des formations de pilotes, pour faire de ces 2 endroits donc des bases de développement de l'industrie aéronautique.
Immédiatement, les 34 députés membres présents sur les 44 que compose la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont adopté également à l'unanimité le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant règles applicables en matière de transport intelligent, notamment de vidéo-verbalisation. Je voudrais indiquer que le système de transport intelligent ne concerne pas que la vidéo-verbalisation, le contrôle des infractions au code de la route, mais il concerne aussi la bonne utilisation des infrastructures routières, la fourniture d'informations aux conducteurs et aux usagers de la route, mais également la mise en place d'un transport multimodal. Donc tout ceci est contenu dans le système de transport intelligent. La vidéo-verbalisation a enregistré environ 5,5 millions d'infractions depuis son implémentation. 87% de ces infractions sont relatives à l'excès de vitesse. Le taux de recouvrement de ces infractions oscille entre 20 et 30%. Venons-en maintenant à cette séance de vulgarisation du Code des investissements et des procédures de création d'entreprises en ligne. Séance initiée par le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Son objectif est de recueillir les attentes du secteur privé sur lesquelles s'appuyer pour améliorer le climat des affaires. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Dans sa volonté de voir émerger un secteur privé structuré et diversifié, le gouvernement de Côte d'Ivoire a initié de nombreuses réformes tendant à améliorer le climat des affaires, en particulier l'indicateur lié à la création d'entreprises. Pourtant, une bonne partie du secteur privé reste moyennement imprégnée des points majeurs de ces réformes, comme le nouveau Code des investissements ou même des nouvelles procédures de création en ligne. Ces rencontres sectorielles que nous avons initiées ont pour objectif d'informer et d'échanger avec les acteurs privés ivoiriens sur les procédures de création en ligne, mais aussi les avantages du Code des investissements. C'est l'occasion aussi de récupérer et de recueillir vos préoccupations et vos attentes afin de les intégrer dans les actions d'amélioration du climat des affaires et des réformes pour nous inscrire dans un climat et dans un cercle économique dynamique adossé sur un secteur privé compétitif et innovant. Sur le chapitre des nouvelles procédures, le guichet unique des formalités d'entreprise a dématérialisé ses itinéraires à travers un portail unique des services aux investisseurs. Quant au nouveau Code des investissements, il se veut un outil de mobilisation des secteurs prioritaires. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à tout ce qui est fait au niveau du CEPICI, mais en rencontrant directement les premiers responsables du CEPICI, ça permet justement de lever ces préjugés et de comprendre comment le système du guichet unique concernant la création des entreprises et puis la gestion des investissements en Côte d'Ivoire est géré. À partir du moment où on peut nous assister dans la fabrication des matériaux de construction et aussi que dans son importation, c'est un avantage déjà pour nous. Le nouveau Code des investissements est rentré en vigueur le 1er janvier 2019. Il est en ligne avec le Programme national de développement 2021-2025. C'était un reportage de Lanciné Bakayoko et Sylvestre Nguessan. Comme chaque année, ce jeudi 13 octobre est la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Épisodes caniculaires, incendies spectaculaires, grandes sécheresses ou violentes inondations, tous ces phénomènes nous alertent sur la réalité effective du dérèglement climatique. Alors cette journée est donc l'occasion de souligner les progrès accomplis pour réduire les risques de catastrophes et les pertes en vie humaine, en moyens de subsistance et en santé. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable revient sur les actions menées par le gouvernement. La Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles vise à préserver les vies des populations, à atténuer les dommages et dégâts causés, ainsi qu'aux infrastructures socio-économiques. Pour cette année, la journée internationale sera consacrée à l'objectif G du cadre d'action de Sendai. Améliorer nettement d'ici à 2030
la disponibilité et l'accès des populations au système d'alerte précoce, multi-aléas et aux informations et évaluations sur les risques de catastrophes. 250 millions de personnes sont touchées par les catastrophes dans le monde chaque année. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien encourage tous les acteurs concernés à œuvrer de concert tout en prenant en compte les personnes vulnérables. Dans un tel contexte et en marge du processus inclusif dans lequel notre pays s'est inscrit cette année pour l'élaboration du rapport national à mi-parcours du cadre de Sendai 2015-2030, la Côte d'Ivoire s'est également engagée à développer des systèmes d'alerte précoce qui se veulent sectoriels. Concernant le projet d'assainissement et de résilience urbaine, et au titre du programme national changement climatique, tous deux en cours de mise en œuvre, l'État de Côte d'Ivoire procède présentement au déploiement d'un système d'alerte précoce des risques d'inondation, des risques climatiques et des mesures de préparation aux situations d'urgence. Ce système d'alerte précoce des risques d'inondation et climatique permettra de renforcer les actions préventives pour la protection des populations et de leurs biens. Les propos du ministre ont été recueillis par Grace Kando et Arnaud Kofi. Les directions régionales des eaux et forêts de la zone Est de Côte d'Ivoire ont dressé la semaine dernière leur bilan à mi-parcours. C'était à Abengourou, dans l'Indénié Djuablin, à l'occasion d'un atelier auquel a pris part le ministre des eaux et forêts. Laurent Tchagba leur a rappelé que l'objectif que s'est fixé la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr d'atteindre les 6 millions d'hectares de forêts reboisées d'ici à 2030. Depuis Abengourou, la correspondance d'Herman Niamia. Ils sont venus des 4 directions régionales des eaux et forêts de la zone Est que sont Azopé, Abengourou, Bondoukou et Bouna pour participer à cet atelier du bilan à mi-parcours de la gestion des ressources naturelles dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Après les étapes des zones du nord, de l'ouest et du sud-ouest, la rencontre d'Abengourou avait pour objectif pour le ministre Laurent Tchagba de partager sa vision de la nouvelle gouvernance du secteur des eaux et forêts fortement dégradée à cause de l'action humaine. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1900, la Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui qu'à peine 2,97 millions d'hectares. Le bilan à mi-parcours présenté par les agents des eaux et forêts montre clairement qu'ils sont en phase avec la vision du ministre Laurent Tchagba. À Abengourou, par exemple, 520 000 plants ont été produits et 517 000 mis en terre. Dans la région de Lamé, ce sont 1 million de plants qui ont été produits, dont 700 000 plants mis en terre. À Bondoukou, ce sont 100 000 plants qui ont été mis en terre sur 314 000 produits et 28 000 arbres plantés sur 150 000 produits à Bouna. Après la présentation des différents bilans, le ministre a félicité ses collaborateurs de la zone Est pour la qualité du travail abattu. Nous devons travailler dorénavant sur 3 axes, l'axe de la forêt, l'axe de la faune et l'axe de l'eau. Et j'ai demandé à mes collaborateurs de pouvoir s'atteler à faire ce travail avec toute la dextérité et toute la rigueur. L'atelier bilan a été suivi le lendemain d'une visite de terrain effectuée sur le barrage d'adduction d'eau d'Adaou à Abengourou par le ministre Laurent Tchagba, qui a également procédé au lancement d'une opération de planting d'arbres initiée par le syndicat Urgence Forestière UFOR à l'ERA Est d'Abengourou. Chapitre santé de ce journal à présent. On commence par les infos Covid. Voilà bientôt 3 ans que le visiteur indélicat refuse de s'en aller. Environ 3 ans que le monstre Covid nous rend malades et nous tue. Et il a quand même réussi à arracher à la vie 6,56 millions de personnes à travers la planète. Ici en Côte d'Ivoire, ce sont 826 personnes qui en sont mortes. 826 décès pour 87 490 cas confirmés avec 58 cas actifs. Seule l'adoption des mesures barrières et le vaccin anti-Covid sont pour l'heure les seuls remparts à cette maladie.
La santé mentale est un droit fondamental de tout être humain. Elle ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux, mais correspond à un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler. Les employeurs doivent y contribuer. Le programme national de la santé mentale les invite donc à s'impliquer davantage. Didier Nguessan, Joël Gomez. 350 millions de personnes dans le monde sont touchées par les maladies mentales, selon l'Organisation mondiale de la santé. La santé mentale étant directement liée à la qualité de vie, le milieu professionnel peut en être un facteur au regard du stress qu'il génère. Il rend également le travailleur improductif. Les employeurs sont donc invités à en tenir compte dans leur démarche qualité. On veut sensibiliser le milieu des entreprises, le milieu du travail, parce qu'on estime que les travailleurs ont besoin d'une bonne santé pour être productifs du point de vue économique. Relations familiales, problèmes financiers, isolement et mauvaise gestion de ses émotions sont entre autres les facteurs pouvant impacter la santé mentale. On parle de développement durable, on parle de capital humain, mais la base de l'atteinte de ces objectifs, c'est d'abord d'être en bonne santé mentale. Qu'il s'agisse du public, qu'il s'agisse du privé, on demande toujours des braves valides, des gens qui disposent de l'entièreté de leur faculté de production. Cela dénote de l'importance d'organiser une telle journée et de communiquer. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, un plaidoyer est fait pour un engagement citoyen et solidaire en Côte d'Ivoire. On prend la direction de Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Torla. On parle de développement, un développement qui ne peut arriver que par la cohésion sociale. À l'initiative donc des cadres de la localité, plusieurs activités ont été menées dans le sens notamment de l'autonomisation des femmes. Le témoignage de Kader Sogodogo. Torla, village communal de Ouangolodougou. En termes d'infrastructures sociales, la localité n'est pas mal logée. École, centre de santé, eau potable, électricité, téléphonie mobile. Tout y est. Désormais, les ressortissants du village ont mis sur la cohésion sociale pour amorcer une autre étape du développement de Torla. L'union sacrée, l'entente pour un Torla nouveau. Les femmes jouent les premiers rôles pour y parvenir. C'est une journée qui marque une fraternité entre les filles et les fils du village. Et cette cérémonie nous permettra aussi également de pouvoir gérer certains litiges entre nos parents. Parce que quoi qu'on dise, dans le village, il y a toujours des petites querelles. Les élus de la région sont bien en phase avec ce vent nouveau qui souffle à partir de Torla. Aujourd'hui, nous sommes venus ensemble pour vous montrer que c'est la cohésion, c'est l'union et la fraternité. Nous nous sommes vus à Abidjan, on a décidé d'une seule voix et de venir porter cette voix à nos populations, c'est de parler de la paix, de la cohésion. Rien ne vaut que la paix. C'est dans la paix que nous pouvons développer. Cette solidarité qui nous interpelle tant, cette union qui est tant nécessaire pour nous, nous a amenés à nous retrouver et à venir apporter un langage, un message de paix, d'union, d'entente à nos parents. Conférence sur l'autonomisation de la femme, les rudiments nécessaires à connaître et une opération coup de balai dénommée Torla Village Propre ont constitué les autres articulations de ces journées de cohésion sociale. Je vous le disais en titre, la Tunisie vit au ralenti depuis le week-end dernier. La raison, une pénurie de carburant après les denrées de première nécessité. C'est désormais l'essence qui vient donc à manquer dans ce pays qui traverse une crise économique sévère. La colère gronde, mais la situation reste sous contrôle. La police a été déployée dans les stations de Tunis pour éviter tout débordement. Un cargo en provenance de Lituanie est arrivé à Bizerte en début de semaine. En attendant son déchargement, c'est tout un pays qui vit donc, comme je l'ai dit, au ralenti.
C'est le vote le plus important à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine depuis le premier qui avait condamné le début de la guerre. La communauté internationale a massivement condamné hier les annexions illégales russes en Ukraine. 143 États sur 193 ont voté en faveur de la résolution portée par l'Ukraine et co-parrainée par l'Union européenne. Le résultat massif permet aux pays occidentaux d'affirmer que Moscou reste isolé sur la scène internationale. 35 pays se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre confiance et à la semaine prochaine.